Un soldat est revenu après des années d'absence et a découvert que sa fille de 8 ans vivait avec des centaines de bestioles rouges rampantes juste sous son oreiller. Au début, il a cru qu'il s'agissait de punaises de lit, mais la vérité l'a frappé de plein fouet. Qui pouvait faire une chose pareille à un enfant? Et qui était vraiment derrière tout ça? Jack Harper leva la main et frappa 3 coups fermes à la porte en bois d'une modeste maison de Havenwood. Le sac à dos militaire qu'il portait en bandoulière lui rappelait discrètement la vie qu'il venait de quitter. Seulement, il avait désormais un autre but, retrouver une part de lui-même. C'était la maison de Sarah, sa défunte épouse, et l'endroit où sa précieuse fille Ellie vivait désormais avec sa belle-mère, Vanessa. La porte s'ouvrit en grinçant. Vanessa se tenait là, ses cheveux bruns soigneusement attachés en arrière, le regard las, mais s'efforçant de garder un calme poli. Son visage exprimait une surprise manifeste. « Jack, quand es-tu rentré ?» Sa voix tremblait, plus interrogative que salutaire. « Tout à l'heure, » répondit Jack en essayant de sourire, même si le sourire ne faisait que légèrement gonfler ses lèvres. « Je voulais faire une surprise à Ellie. »« Est-elle à la maison ?»« Oui, elle est dans la cuisine. » Vanessa s'écarta pour le laisser entrer. Jack entra. L'odeur de renfermé et de moisi de la maison le frappa immédiatement. Le salon était sombre, les rideaux tirés, ne laissant passer qu'un mince filet de lumière. Sur une étagère poussiéreuse, des photos de famille intactes, Sarah et Ellie souriant à des moments lointains. Tout dans cette maison semblait abandonné, comme un monument laissé au temps. « Je vais chercher Ellie, » dit rapidement Vanessa, se tournant déjà vers le couloir. « Pas besoin, » l'interrompit Jack, levant instinctivement la main. « J'irai la voir moi-même. » Il entra. La maison était froide, sombre, l'air humide et chargé. Les rideaux étaient suspendus lourdement, filtrant le peu de lumière restante. Le silence était palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. De la cuisine provenait le doux bruit d'un balai et le bruit des pantoufles sur le sol. Jack s'arrêta sur le seuil. Ce qu'il vit lui serra le cœur. Ellie, sa fille, était penchée en avant, balayant les petits tas de poussière sous la table. Elle portait une vieille chemise de nuit trop grande. Ses cheveux blonds pâles pendaient librement, des mèches retombant sur ses joues. Sa petite silhouette paraissait frêle, son dos se courbant machinalement tandis qu'elle travaillait. Ellie, appela doucement Jack. La petite fille sursauta et se retourna. Ses yeux écarquillés se figèrent un instant sur lui avant de le reconnaître, mais elle ne courut pas vers lui. Elle ne sourit pas. Elle resta simplement immobile, serrant plus fort le manche à balai. Jack s'approcha et s'agenouilla à sa hauteur. Ellie resta silencieuse. Son regard se perdit. C'est à ce moment-là qu'il la remarquait. Sur sa peau pâle, disséminée sur ses bras et son cou, de minuscules taches rouges étaient visibles. Certaines étaient surélevées, d'autres pâles, révélant une peau à vif et sensible. Elles ne ressemblaient pas à des éruptions cutanées ou à des piqûres d'insectes. Elles étaient étrangement réparties, anormales, comme si son corps réagissait à quelque chose auquel il ne devrait pas être exposé. « Qu'est-il arrivé à tes bras ?» demanda Jack d'une voix basse. Ellie retira instinctivement son bras en arrière, le cachant derrière elle. Jack regarda de plus près. La rougeur présentait des motifs étranges, presque comme une réaction chimique. Il se leva et se tourna vers Vanessa, qui était à l'évier en train de faire semblant de faire la vaisselle. « Que sont ces marques rouges sur sa peau ?» demanda-t-il fermement. Vanessa leva les yeux, troublée. « C'est probablement juste une allergie. Elle a la peau sensible. » Je la surveillais, dit Jack, mais il ne dit rien de plus. Il ne la croyait pas. Pas une seconde. Plus tard, après un dîner silencieux, Jack emmena Ellie à l'étage, dans sa chambre. C'était le désordre, le lit était défait, l'air était chargé d'une odeur de désinfectant. Ellie s'allongea et tourna son visage vers le mur. Juste avant de s'endormir, elle murmura « Papa, j'ai peur des choses sous mon oreiller. » Elle n'arrête pas de chuchoter. La poitrine de Jack se serra. Les choses sous l'oreiller. Chuchotement. Il jeta un coup d'œil à Vanessa, qui jouait maintenant avec les rideaux, leur tournant le dos. Sa silhouette dans la pénombre était indéchiffrable, telle une ombre sans visage. La nuit est tombée. Jack était allongé sur le canapé usé du salon, essayant de se reposer, mais son esprit ne le lui permettait pas. Puis il l'entendit. Des pas légers et mesurés traversèrent le couloir à l'étage. Ni les pas lourds d'un adulte, ni les coups maladroits d'un enfant. Ils étaient posés, silencieux, mais déterminés,
en direction de la chambre d'Élie. Jacques retint son souffle. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. Un léger bruit suivit, comme une poignée de porte qui tourne doucement, puis le silence. Jacques resta immobile, tendu, à l'affût d'autre chose. Rien. Peut-être que c'était juste Vanessa qui vérifiait Élie. Il essaya de se rassurer, mais le malaise persistait. Vers minuit, un cri doux et étouffé s'éleva de la chambre d'Élie. Ce n'était pas un cri de terreur, mais plutôt le son d'un cauchemar, un gémissement entrecoupé. Puis vinrent de faibles sanglots, dispersés et doux. Jacques se leva brusquement du canapé. Il se dirigea rapidement mais silencieusement vers sa chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. Il l'ouvrit doucement. Élie se retournait sur le lit, les bras agités par le sommeil, la sueur perlant sur son front. Elle était plongée dans un cauchemar. Un cauchemar terrible. Jacques s'assit à côté d'elle et lui secoua doucement l'épaule. « Élie, ma chérie, réveille-toi. Papa est là. » Elle se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés, le fixant dans le noir. Une larme coula sur sa joue. Elle ne parla pas, se blottit simplement contre lui, l'entourant étroitement de ses bras, comme s'il était son dernier refuge. « Tout va bien maintenant, » murmura Jacques en la serrant contre lui, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Mais le malaise dans sa poitrine ne fit que grandir. Il regarda autour de lui dans la pièce sombre, ses yeux s'attardant sur les draps tachés, puis de nouveau sur les marques rouges sur la peau d'Élie. Rien de tout cela n'était normal. Et Jacques Harper, un ancien agent des forces spéciales, savait une chose avec certitude, il ne dormirait pas sur ses deux oreilles tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité derrière tout cela. Ce n'était plus seulement un retour à la maison. C'était une mission. Les sanglots d'Élie s'estompèrent progressivement tandis qu'elle s'endormait. Jacques lui caressa doucement les cheveux, ses yeux scrutant la pièce plongée dans le noir complet. Vanessa n'était pas apparue, même après le cri d'Élie. Jacques savait qu'elle l'évitait, au minimum. Elle ne voulait pas affronter ce qui se passait dans cette maison. Il déposa soigneusement Élie sur le lit, tirant la couverture pour la couvrir, mais il ne quitta pas la pièce tout de suite. Ses mots murmurés osseux sous l'oreiller, murmurait-il résonnaient sans cesse dans son esprit, ainsi que ses marques rouges sur sa peau. Un sentiment d'urgence s'empara de lui, un instinct qui disait à Jacques qu'il devait agir immédiatement, ici et maintenant. Il avait besoin de le confirmer. Jacques sortit un vieux téléphone de sa poche et alluma la lampe de poche. Il se mit lentement à genoux, soulevant le bord du drap, se déplaçant avec un soin minutieux pour ne pas réveiller Élie. Le faisceau de lumière frappa un spectacle qui le figea sur place, ses pupilles se contractèrent. Sous le drap, tout au long du bord du matelas, des dizaines, peut-être des centaines de minuscules créatures frétillantes rampaient dans une nappe de liquide rouge vif. Ils ne ressemblaient pas à des punaises de lit ordinaires. Ceux que Jacques connaissait avaient un corps fluide et plat de couleur rouille foncée. Elles étaient plus rondes, gonflées comme de minuscules baies, et le liquide rouge était si brillant qu'il brillait, suintait et scintillait presque alors qu'elles rampaient les unes sur les autres dans une masse emmêlée et pulsante. Comme une sorte d'essaim suralimenté. Une vague de répulsion et d'horreur parcourut l'échine de Jacques. La menace qu'Élie avait mentionnée était réelle et vivante, elle rampait sous son oreiller, drainant la vie de sa fille. Il a soulevé le téléphone et a commencé à enregistrer une vidéo, capturant une vue aussi claire que possible. La lampe de poche clignotait en silence, seul le doux clic mécanique de l'appareil photo marquant chaque prise de vue. Pendant le tournage, la lumière a soudainement capté quelque chose de métallique et de brillant près du bord du matelas, près de l'endroit où les créatures rampaient. L'oreiller l'avait caché jusqu'à présent. Jacques se pencha plus près, inclinant la tête. C'était une petite seringue en verre avec une légère trace de liquide rouge vif encore accrochée à la pointe de l'aiguille. Le choc le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il ne s'agissait pas seulement de punaises de lit. C'était quelque chose de bien pire. Vanessa avait menti. Ces choses n'étaient pas des punaises de lit. Et quelqu'un avait injecté quelque chose à sa petite fille. Jacques n'était plus fatigué. Son esprit était clair, alerte. Soigneusement, il a enveloppé la seringue dans un chiffon propre, en veillant à ne pas laisser d'empreinte digitale. Il prit également plusieurs photos sous différents angles, capturant des preuves irréfutables. Une fois terminé, Jacques baissa délicatement le drap, recouvrant à nouveau l'essaim grotesque. Il ne supportait pas que ces choses soient près d'Élie, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Il sortit de la pièce en silence et ferma la porte derrière lui. De retour au salon,
Il s'assit et commença à chercher des termes comme « petite punaise rouge »,« insecte au liquide rouge vif »,« insecte suceur de liquide rouge » et même « créature génétiquement modifiée ». Il parcourut des centaines de résultats, des sites web d'entomologie au forum sur les épidémies. Rien ne correspondait. Ces choses n'apparaissaient dans aucune base de données qu'il avait consultée, ni sur aucune image en ligne. C'était autre chose, quelque chose d'étrange et potentiellement dangereux. Tandis qu'il épluchait les résultats, un faible gémissement fragile résonna de nouveau dans la chambre d'Ellie. Le cœur de Jacques se serra. Il se tourna brusquement vers le couloir. Cette fois, les sanglots redoublèrent, accompagnés de marmonnements incohérents. Ne le supporte plus. La voix d'Ellie était faible, presque un murmure, répétant les mêmes mots dans son sommeil. N'en supporte plus. Jacques se tenait là, une vague d'impuissance lui montait à la poitrine. Il savait qu'il venait de se lancer dans une nouvelle forme de combat. Cette fois, l'ennemi n'était ni des terroristes ni des insurgés. Il se cachait chez lui et avait Ellie dans sa ligne de mire. Cette première nuit à Havenwood, Jacques ne dormit pas du tout. Il était assis seul dans le salon sombre, la seringue soigneusement emballée et serrée dans sa main. L'image de ces insectes rouge sang et les murmures d'Ellie hantaient ses pensées. Tous les instincts d'un ancien soldat des forces spéciales s'étaient réveillés. Il protégerait sa fille coûte que coûte. Le lendemain matin, lorsque Jacques sortit du salon, Vanessa était déjà dans la cuisine. Elle préparait du café, le léger tintement des tasses résonnant à un rythme régulier. Elle se retourna et lui adressa un sourire forcé. « Bonjour, Jacques. Tu veux du café ?» Sa voix semblait normale, mais ses yeux évitaient toujours les siens. « Oui, merci », répondit Jacques d'un ton neutre. Il s'assit à la table de la cuisine et l'observa. Vanessa semblait plus fatiguée que la veille, elle n'avait probablement pas bien dormi non plus. « Comment va Ellie ? » Elle dort encore. Je crois qu'elle a fait un cauchemar la nuit dernière, dit Vanessa en posant une tasse de café devant lui. Tu sais comment sont les enfants. Parfois, ils font des rêves étranges. Jacques ne répondit pas. Vanessa commença à bavarder, essayant de créer un semblant de normalité. Je pensais emmener Ellie voir son professeur aujourd'hui, dit-elle avec désinvolture. Jacques prit la parole et fit une suggestion soudaine. J'aimerais venir avec toi. Je veux voir comment elle se débrouille à l'école. C'était la première étape de son enquête discrète. Vanessa se raidit légèrement. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je peux gérer. Tu viens de rentrer. Tu devrais te reposer. C'est bon. Je veux rencontrer son professeur, dit Jacques fermement, observant la réaction de Vanessa. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. D'accord, sa professeure principale est mademoiselle Elina. Elle est très gentille. 1 heure plus tard, Jacques et Vanessa emmenèrent Ellie à l'école. C'était un petit bâtiment non loin de la maison, avec des murs en briques rouges et une cour de récréation tranquille, déserte à cause du froid. Ellie semblait endormie, ses pas traînaient. Elle parlait peu, se contentant de serrer fermement la main de Jacques. Lorsqu'ils rencontrèrent mademoiselle Elina dans la salle des professeurs, Jacques prit les devants. « Bonjour, mademoiselle Elina. Je suis Jacques Harper, le père d'Ellie. J'aimerais avoir des nouvelles de ses progrès scolaires. » Il a gardé un ton poli mais sérieux. Mademoiselle Elina, une femme d'âge moyen aux cheveux soigneusement relevés et aux yeux chaleureux et doux, regardait Ellie avec inquiétude. « Enchanté, monsieur Harper. Ellie est adorable. » Elle marqua cependant une pause, jetant un bref coup d'œil à Vanessa, puis à Jacques. Ces derniers temps, elle a beaucoup sommeil en cours. Elle semble souvent distraite, déconcentrée. Il lui est même arrivé de s'endormir à son bureau. Jacques hocha la tête. Ce que le professeur décrivait correspondait à ce qu'il avait observé. A-t-elle eu d'autres problèmes de santé? Mademoiselle Elina hésita. Eh bien, il y a eu quelques incidents où elle semblait perdre un liquide rouge-orangé sans cause apparente. J'ai prévenu mademoiselle Vanessa. Jacques se tourna vers Vanessa. Elle hocha légèrement la tête, le visage inexpressif, comme si c'était quelque chose de tout à fait ordinaire. Jacques en prit note mentalement. Après avoir quitté l'école, Jacques prétendit vouloir se promener en ville pour prendre l'air. Il se sépara de Vanessa et d'Ellie. En passant devant un petit jardin, il aperçut Clara, une voisine âgée aux cheveux blancs comme neige, qui taillait ses rosiers. Elle leva les yeux et le reconnut. « Jacques, mon Dieu, je ne m'attendais pas à te revoir ici. »
Le sourire édenté de Clara s'illumina. Ça fait une éternité. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, Clara. Merci, répondit Jacques, s'engageant dans la conversation aussi naturellement que possible. Je reviens juste rendre visite à Ellie. Comment va-t-elle ces derniers temps? Eh bien, la petite Ellie est toujours la même. C'est une si gentille petite fille, dit Madame Clara, son regard se tournant vers la maison de Jacques et Vanessa. Mais Vanessa se comporte un peu bizarrement ces derniers temps. Elle ne parle plus autant aux voisins qu'avant. Et vous savez quoi? Elle reçoit des colis plutôt bizarres. Jacques feignit la curiosité. Des colis bizarres? Oui. Des boîtes carrées? Très soigneusement emballées. Elle les accepte toujours tard le soir ou tôt le matin, jamais en plein jour, et les apporte directement à la maison. Très secrète, murmura Madame Clara, comme si elle partageait des potins croustillants du quartier. Jacques hocha la tête. Sûrement juste des trucs qu'elle a commandés en ligne, dit-il d'un ton décontracté. Mais intérieurement, il ressentait tout le contraire. Il remercia Madame Clara et continua à marcher. De retour à la maison, il fit délibérément un détour par le jardin. L'ancienne maison avait un petit jardin et une grande poubelle en plastique était nichée dans un coin. Jacques ralentit et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle n'était pas pleine. Sans hésiter, Jacques enfila une paire de gants en tissu fin, ceux qu'il portait toujours dans son sac à dos. Il souleva le couvercle et commença à fouiller dans la poubelle, sacs plastiques, bouteilles vides, vieux journaux. L'odeur de moisis et d'ordures ménagères le frappa violemment. Il prit une grande inspiration et se concentra. Puis il la trouvait. Une petite boîte en carton aplati. On y voyait imprimé en faible quantité un logo circulaire avec 3 bras en spirale et, en petites lettres, Biogen Research Solutions. Jacques a pris une photo du logo et a mémorisé le nom de l'entreprise, une société de recherche biologique qui correspondait à ce qu'il commençait à soupçonner, une sorte d'expérimentation. Cet après-midi-là, Vanessa n'était pas à la maison. Elle avait dit qu'elle allait faire les courses. C'était la chance de Jacques. Il savait que son bureau se trouvait au bout du couloir, à côté de la cuisine. Il l'avait aperçue à son arrivée. Jacques s'approcha de la porte du bureau. Elle n'était pas verrouillée. Il la poussa et entra. La pièce était beaucoup plus propre que le reste de la maison. Un grand bureau en bois sombre dominait l'espace, avec un ordinateur portable placé en son centre. Les étagères étaient remplies d'ouvrages techniques, dont plusieurs consacrés à la biologie et à la médecine. Jacques commença à chercher. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il vérifia les tiroirs du bureau. La plupart contenaient des objets banals, factures, reçus, documents. Mais dans un tiroir verrouillé, il a trouvé quelque chose, un petit disque dur externe, d'une couleur noir rougeâtre profond, et une pile de notes manuscrites. Le disque dur était crypté. Jacques savait qu'il ne pouvait pas encore y accéder. Il a pris une photo et a noté le numéro de série. Puis il prit les notes. Elles étaient griffonnées d'une écriture brouillonne, à la hâte. Jacques feuilleta les pages, scrutant chaque mot. Des symboles étranges, des chiffres, des petits schémas, et puis au milieu d'une page, soigneusement soulignée, il l'a vu. Liquide rouge F3, forte réaction, 8 ans, tolère une faible dose. Liquide rouge F3, forte réaction. 8 ans, tolère une faible dose. Ellie a 8 ans. Jacques se figea, tout son corps bloqué en place, comme si l'air lui-même s'était transformé en glace autour de lui. Les morceaux ne semblaient plus dispersés. Ils s'étaient assemblés en une image terrifiante, si nette qu'elle le glaçait jusqu'aux os. Ellie n'était pas seulement aux prises avec des punaises de lit ou des allergies. Elle était le liquide rouge. On la surveillait. La fureur silencieuse que Jacques portait s'est transformée en incendie. Vanessa n'était pas seulement une belle-mère négligente. Elle était complice. Peut-être même celui qui commettait directement ces horreurs. Il prit des photos du carnet, s'assurant que chaque mot était net et lisible. Puis il remit soigneusement le disque dur et les notes à leur place. Il ne voulait rien déranger. Quand Jacques sortit du bureau de Vanessa, quelque chose avait changé dans son regard. Plus de soupçons vagues, plus de doutes persistants, seulement le choc et une rage brûlante. Il avait trouvé l'ennemi, et il ne s'arrêterait pas tant que la vérité ne serait pas révélée et que sa fille ne serait pas en sécurité. Jacques n'arrivait pas à dormir. Il était assis sur le canapé du salon, bien réveillé. Il savait que Vanessa dormait dans la pièce au bout du couloir,
complètement inconsciente de ce qu'il avait découvert. Il ne l'avait pas encore confronté, ne l'avait pas encore mise en lumière. La raison était simple, il avait besoin de preuves irréfutables. Les photos et la seringue étaient solides, mais insuffisantes pour porter plainte avec certitude, surtout si une personne plus importante, peut-être une organisation, était derrière l'affaire. Il lui fallait des images vidéo claires, un plan de l'acte non autorisé lui-même. Et il fallait que l'auteur de l'acte se montre. C'est aussi pour cela qu'Ellie devait dormir dans cette même chambre. Jacques détestait l'idée de voir sa fille allongée sur ce lit avec ces vilaines petites créatures rampant à proximité. Mais s'il la déplaçait, il risquait d'interrompre l'activité en cours et de perdre toute chance de surprendre la personne qui lui faisait du mal. Vers minuit, Jacques se leva silencieusement. Il se dirigea vers la chambre d'Ellie. La porte était encore entr'ouverte. Il la poussa doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ellie dormait profondément. Jacques entra, silencieux comme un chat qui rôde. Il s'approcha de son lit. Il ouvrit le sac à dos tactique qu'il avait préparé plus tôt dans la soirée. À l'intérieur se trouvait un kit de surveillance basique, une micro-caméra magnétique, un enregistreur vocal et quelques outils de collecte de traces. Avec précaution, il fixa la minuscule caméra au plafond, juste au-dessus du lit d'Ellie, afin de pouvoir filmer toute la zone de couchage sans être vu. Puis vint l'enregistreur vocal. Il le glissa sous le lit, près de la tête de Lee, s'assurant qu'il capterait le moindre son. Une fois tout en place, Jacques quitta discrètement la chambre d'Ellie et ferma la porte. Il retourna sur le canapé du salon, s'assit et fixa l'écran de son téléphone. Le temps s'écoulait lentement, minute après minute, seconde après seconde. Jacques ne bougea pas. Seuls ses yeux scrutaient l'écran. Il entendait le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le vent qui s'infiltrait par l'encadrement de la porte et les battements réguliers de son cœur. L'horloge de son téléphone indiquait 2h16. Soudain, une ombre apparut à la porte d'Ellie. Elle se déplaçait doucement, glissant dans la pièce comme un fantôme. Jacques retint son souffle. Ses yeux rivaient sur l'écran, essayant de deviner de qui il s'agissait. La silhouette était plus grande qu'Ellie et avait les cheveux longs. Elle marchait droit vers le lit. La caméra capturait une scène glaçante. La silhouette sombre tirait lentement la couverture d'Ellie. Jacques distinguait clairement une main tendue, tenant un petit objet brillant. Elle ressemblait exactement à la seringue qu'il avait trouvée la veille. La main posa délicatement le petit objet sur le poignet d'Ellie et le fixa avec un pansement médical. Ellie resta profondément endormie, complètement inconsciente. Puis la silhouette recula lentement, remonta la couverture sur Ellie et sortit discrètement de la pièce, disparaissant dans l'obscurité. Jacques resta immobile. Il avait tout enregistré. Une preuve. Une rage brûlante et douloureuse explosa en lui. Vanessa ou quelqu'un d'autre. Qui que ce soit, ils avaient franchi une limite. Quelqu'un avait interféré avec sa fille sans son consentement. Sans hésiter, Jacques sortit son téléphone. Il ne pouvait plus attendre. Il composa le 911. 911 ? Quelle est votre urgence ? La voix du répartiteur retentit. Je dois signaler un cas de maltraitance infantile, dit Jacques d'une voix basse et maîtrisée. Il décrivit la situation, leur donna l'adresse et insista sur la vidéo qu'il venait d'enregistrer. J'ai des preuves. Moins de 15 minutes plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison. 2 policiers entrèrent, scrutant l'intérieur sombre du regard. Jacques leur a montré la vidéo. Il leur a également remis la seringue, soigneusement emballée. Les policiers ont visionné la vidéo plusieurs fois. Ils ont examiné la seringue, puis se sont tournés vers Jacques. L'un d'eux, un jeune policier à l'air sceptique, a pris la parole. Monsieur Harper, nous comprenons votre inquiétude, mais cette vidéo ne montre clairement aucun visage. Nous ne pouvons pas confirmer de qui il s'agit. Et cette seringue, où l'avez-vous trouvée ? Sous l'oreiller d'Ellie, répondit Jacques, la voix tendue par l'émotion. Je pense que quelqu'un lui a injecté quelque chose. Vanessa est là. C'est la belle-mère. C'est peut-être elle qui a fait le coup. Le policier le plus âgé, plus calme et plus mesuré, prit ensuite la parole. Monsieur Harper, il semble que ce soit une affaire de famille. Nous aurions besoin de preuves plus concrètes pour intervenir. Une vidéo floue et une seringue non vérifiée ne suffisent pas à nous faire agir, surtout en l'absence de signes visibles de violence. Aucun signe de violence, cria presque Jacques.
Elle présente des réactions biologiques anormales. Il y avait des créatures répugnantes sous son oreiller. N'est-ce pas une preuve suffisante? Nous comprenons, répondit fermement le policier plus âgé, mais un tel cas nécessiterait une enquête plus approfondie de la part des autorités sanitaires ou des entomologistes. Légalement, nous n'avons pas de motif suffisant pour émettre un mandat de perquisition ou arrêter quelqu'un sur la seule base de ces informations. Il s'agit d'une affaire de droit interne, monsieur Harper. Nous allons déposer votre rapport, mais nous ne pouvons pas poursuivre l'enquête pour le moment. Après le départ des policiers, Jacques resta figé, serrant son téléphone fermement. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur la police locale. Il avait besoin de quelqu'un de confiance. Il ouvrit ses contacts et chercha un nom, le capitaine Mayer, un vieil ami de l'armée, qui occupait désormais un poste important au sein des enquêtes fédérales. Jacques tapa un bref message, en y joignant la vidéo de l'inconnu, une photo de la seringue et, surtout, une photo du logo de Biogen Research Solutions qu'il avait trouvé dans la poubelle. « Maya, j'ai besoin de ton aide. Il se passe quelque chose d'important. Regarde ce logo. Je t'expliquerai plus tard. » Il appuya sur « Envoyer ». Son seul espoir reposait désormais sur Maya. Alors que Jacques retournait vers le canapé lit, des pas légers résonnèrent dans le couloir. Cette fois, c'était Vanessa. Elle sortit de la chambre, le regardant avec lassitude. « Qu'est-ce que tu fais, Jacques ? » « J'ai entendu des bruits. » Jacques la regarda droit dans les yeux. « J'ai appelé la police. » Le visage de Vanessa se raidit. « La police ? Pourquoi ? » « Pour qu'ils voient ce qui se passe dans cette maison avec Ellie, » dit Jacques froidement. Vanessa recula d'un pas, la peur illuminant ses yeux. « Toi, de quoi tu parles ? Il ne se passe rien. Elle a juste fait une réaction allergique. Arrête de mentir, Vanessa. » Jacques se leva et s'avança vers elle. « J'ai vu ce qu'il y avait sous l'oreiller d'Ellie et la seringue. Je suis au courant pour les emballages non marqués et cette entreprise de biotechnologie. Il avait des vidéos, des photos, tout. » Vanessa pâlit. Elle ne put dire un mot. Elle le fixa, figée par la terreur. Jacques ne perdit pas une seconde de plus à discuter avec elle. Il se tourna vers la chambre d'Ellie. Il devait aller la voir. Quand Jacques entra, Ellie était réveillée. Elle s'assit dans son lit, les yeux écarquillés fixés sur lui. Les marques rouges sur sa peau semblaient avoir légèrement disparu. « Papa » murmura Ellie. Jacques s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» Ellie se pencha contre son torse et murmura, « Ce soir. » Les murmures cessèrent. « Je me sens plus léger. » Le cœur de Jacques se serra à nouveau, mais cette fois pour une raison différente. Plus léger. Cela signifiait qu'on lui avait retiré quelque chose. Ou peut-être que sa présence avait effrayé celui qui avait fait marche arrière. Ou peut-être pensait-il que le travail était terminé pour ce soir. Vanessa avait verrouillé la porte de la chambre la veille et n'était pas ressortie depuis. Ellie, après une nuit de sommeil, libérée des murmures, semblait aller mieux, bien que toujours faible. Jacques ne l'avait pas quittée. Il préparait du porridge, la nourrissant cuillère par cuillère, lui racontant des anecdotes pour tenter de créer un semblant de normalité dans une maison qui ne semblait plus normale. Soudain, la sonnette retentit. Jacques ouvrit et trouva un homme d'un certain âge debout devant lui, grand et mince, les cheveux d'un blanc éclatant, vêtu d'un manteau kaki et portant une serviette en cuir. Derrière l'homme se trouvaient deux autres hommes vêtus de costumes sombres, le regard perçant et indéchiffrable. « Êtes-vous Jacques Harper » demanda le plus âgé. « Je le suis » répondit Jacques. « Je suis le docteur Simon Black, envoyé par le capitaine Mayer » se présenta-t-il en désignant les deux agents à ses côtés. « Voici les agents Davis et Evans. » Jacques jeta un coup d'œil aux informations d'identification qu'il présentait, hocha la tête en silence et s'écarta pour les laisser entrer. Sans délai, il les conduisit directement dans la chambre d'Ellie. Vanessa n'était toujours pas sortie du sien. Ellie était assise sur le lit, lisant une BD, levant les yeux en apercevant les inconnus. Le docteur Black se pencha légèrement et lui adressa un doux sourire avant de se tourner vers Jacques. « Pouvez-vous la porter dehors, s'il vous plaît ? Nous devons inspecter la pièce. » Jacques prit Ellie dans ses bras et la conduisit au salon, l'installant à côté de lui. Elle l'entoura de ses bras tandis que la porte de la chambre se refermait sur les trois hommes. À l'intérieur, un silence étrange régnait. Seuls de légers clics,
des bruissements et le bourdonnement sourd des appareils emplissaient l'air. Jacques écoutait attentivement. Chaque minute lui semblait durer 1 heure. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit. Le docteur Black sortit le premier, le visage pâle. Les 2 agents le suivirent, visiblement tendus. « Que as-tu trouvé » demanda Jacques. Black le regarda un long moment, puis secoua légèrement la tête. Ils ne correspondent à aucune catégorie connue d'insectes naturels. Les mains de Jacques se serrèrent. D'après nos analyses préliminaires, ils présentent des signes de modification génétique des organismes créés par l'homme. Ce ne sont pas des punaises de lit. Elles ont été conçues pour extraire du liquide biologique rouge. Extraire du liquide rouge ou d'autres fluides corporels, poursuivit Black. Il est fort probable que les fluides des lits étaient prélevés régulièrement. Récurrent ? Jacques se figea. Expérience ? Black ne répondit pas davantage. Son regard se tourna vers Ellie, puis il sortit son téléphone. Oui. Évacuation d'urgence. Envoyez l'équipe de confinement des risques biologiques. Priorité rouge. Il raccrocha et parla rapidement. Il faut sortir Ellie d'ici immédiatement. Il y a un risque d'exposition biologique. À ce moment-là, la porte de la chambre de Vanessa s'ouvrit. Que se passe-t-il ? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Pourquoi y a-t-il des inconnus chez moi ? Black se tourna vers elle. Madame Vanessa Harper, nous sommes avec le groupe de travail fédéral qui enquête sur une affaire liée à l'état d'Ellie. Vanessa jeta un coup d'œil à Jacques, puis aux agents. Son visage se figea, nulle panique, juste calcul et prudence. Êtes-vous affilié à une entreprise appelée Biogen Research Solutions ? Demanda-t-elle, mais elle s'interrompit. La réponse ne vint pas. La tension monta. Puis le bruit des sirènes retentit, d'abord lointain, puis de plus en plus fort. En quelques minutes, plus d'une douzaine d'individus en combinaison blanche ont fait irruption. Des ambulances banalisées et des voitures de police bordaient la rue étroite. La maison entière a été placée sous contrôle judiciaire. Ellie s'accrochait à Jacques, effrayée. Il la serrait fort dans ses bras, protégeant sa tête du chaos. Portez Ellie jusqu'au véhicule, Harper, ordonna Black. Ils vous emmèneront tous les 2 dans un centre sécurisé. Vanessa se précipita. Tu n'as aucun droit. C'est ma fille. Tu seras placé en quarantaine et interrogé. L'agent Evans lui barra le passage. Vanessa se débattit violemment. Jacques, espèce de salaud, siffla-t-elle. Jacques ne répondit pas. Il baissa la tête et murmura à Ellie, tout va bien, ma puce. Papa est là. Il la souleva et la porta au-delà de la file de personnes en combinaison de protection. Alors qu'ils approchaient de la porte, un membre de l'équipe a crié « Dr Black, sous le plancher, il y a quelque chose ici. » Jacques s'arrêta et tourna la tête. Dans la chambre d'Ellie, il soulevait un panneau de plancher en bois. Une petite cavité, parfaitement découpée, apparut. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petites fioles en verre remplies d'un liquide rouge foncé, chacune portant l'inscription manuscrite « E. Harper ». Jacques fixait le vide, incapable de détourner le regard. Black fronça les sourcils. Liquide rouge conservé probablement pendant des semaines, murmura-t-il. Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Le liquide rouge d'Ellie, caché juste sous son lit, là où elle dormait, là où elle avait été piquée par des punaises de lit nuit après nuit. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un hasard. Ellie n'a pas été élevée. Elle était utilisée comme sujet de test. Jacques la serra plus fort, ses yeux devenant glacials. Plus personne ne toucherait à Ellie. Personne. Les sirènes hurlantes n'avaient pas disparu de l'esprit de Jacques Harper alors que le véhicule de transport militaire quittait Havenwood, l'emportant avec Ellie. À travers la fenêtre, la vieille maison en bois où Ellie avait vécu était désormais fermée, grouillante de silhouettes en combinaison blanche de protection et de lumière d'urgence clignotante. Vanessa avait été placée en garde à vue. Son visage, alors que les menottes lui entouraient les poignets, restait gravé dans la mémoire de Jacques, un étrange mélange de peur et de haine. Mais Jacques ne s'en souciait plus. Il baissa les yeux vers sa fille, endormie sur son épaule. Ellie tremblait encore légèrement, sa respiration était faible et saccadée. Quelques marques rouges subsistaient sur ses poignets et son cou. Jacques la serra doucement dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une véritable peur. Ils sont arrivés au centre national de quarantaine un peu plus d'1 heure plus tard. Contrairement à un hôpital ordinaire,
cet endroit ressemblait davantage à une installation militaire de haute sécurité, des couloirs blancs et froids, des portes vitrées qui s'ouvraient automatiquement, des scanners biométriques à chaque coin de rue et du personnel médical se déplaçant silencieusement comme des fantômes sous des couches d'équipements de protection scellés. Jacques a été escorté dans une zone d'isolement spéciale avec Ellie, une pièce stérile, toute blanche, si propre qu'elle semblait vierge de toute vie. Ellie a été allongée sur un lit médicalisé, relié à des machines surveillant son rythme cardiaque, sa tension artérielle et sa température corporelle. Les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche tandis que Jacques se tenait immobile à côté d'elle, les yeux rivés sur chaque chiffre clignotant sur l'écran. Quelques instants plus tard, le docteur Simon Black entra, accompagné d'une femme que Jacques ne reconnaissait pas, grande, mince, avec des cheveux noirs courts et des yeux bleus perçants. Elle ne portait pas de masque, mais sa seule présence réduisait au silence toute la pièce. « Monsieur Harper », a déclaré le docteur Black, « voici Diana West, superviseur en chef de l'unité fédérale de réponse biologique. Le cas d'Ellie est désormais une urgence nationale. » Jacques lui serra la main. Sa prise était ferme et assurée, comme celle de quelqu'un qui avait vu un ou deux champs de bataille. « Je veux toute la vérité, » dit Jacques. « Quel genre d'interférence biologique a été infligée à ma fille? Et qui est derrière tout ça? » Diana West tira une chaise et s'assit, ses yeux ne quittant jamais Jacques. Ellie a été ciblée par une opération secrète connue sous le nom de Projet K21, une étude expérimentale sur la réponse immunitaire humaine aux organismes génétiquement modifiés. Les sourcils de Jacques se froncèrent. « Tu parles de ces insectes? Ce ne sont pas des microbes, a-t-elle déclaré. Ce sont des organismes synthétiques conçus pour injecter un agent déclencheur dans un hôte, puis récolter des fluides biologiques, des enzymes, des anticorps et des marqueurs immunitaires. Cette expérience a été interrompue il y a près de 7 ans en raison de graves violations éthiques. » Diana s'arrêta et se pencha vers Jacques. La belle-mère de Vanessa Harper était chercheuse au sein de ce groupe. Elle a été expulsée pour avoir utilisé des humains dans des expériences non autorisées sur des fluides rouges. Le cœur de Jacques manqua un battement. Elle a utilisé Ellie comme sujet de test. Oui. Et elle n'était pas la seule. Le docteur Black lui tendit un dossier. Jacques l'ouvrit, photo, schéma de structure génétique, note manuscrite, document confidentiel. Un nom de code apparaissait sans cesse, Harper, murmura Jacques. Diana continua, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Nous pensons qu'Ellie possède une structure génétique rare, quelque chose qui résiste ou s'adapte en réponse aux organismes artificiels. Elle est le fluide rouge physique idéal pour quelqu'un qui essaie de poursuivre illégalement le projet K21. Est-ce que Vanessa a fait ça toute seule? Nous ne le savons pas encore, mais une chose est sûre, elle n'est pas la seule à avoir tout à y gagner. Jacques serra les poings. Les veines rouges de son cou saillèrent. Il se leva et se tourna vers Ellie, allongée là et respirant aussi doucement qu'un pétale de fleur. « Je veux l'emmener avec moi. »« C'est impossible, » dit immédiatement Diana. Le corps d'Ellie présente des signes d'exposition à des substances toxiques. Nous devons la garder sous étroite surveillance. À ce moment précis, une alarme retentit depuis le lit d'hôpital. Le moniteur cardiaque émet un bip rapide. Des voyants rouges clignotent. Une infirmière a crié, réponse physiologique aiguë. Chute de tension. Jacques s'est précipité et a serré sa fille contre lui. Ellie. Ellie. Son corps était arqué comme la corde d'un arc, les yeux grands ouverts, les membres convulsés violemment. Il préparait du porridge, la nourrissant cuillère par cuillère, lui racontant des anecdotes pour tenter de créer un semblant de normalité dans une maison qui ne semblait plus normale. Soudain, la sonnette retentit. Jacques ouvrit et trouva un homme d'un certain âge debout devant lui, grand et mince, les cheveux d'un blanc éclatant, vêtu d'un manteau kaki et portant une serviette en cuir. Derrière l'homme se trouvaient 2 autres hommes vêtus de costumes sombres, le regard perçant et indéchiffrable. « Êtes-vous Jacques Harper » demanda le plus âgé. « Je le suis » répondit Jacques. « Je suis le docteur Simon Black, envoyé par le capitaine Mayer » se présenta-t-il en désignant les 2 agents à ses côtés. « Voici les agents Davis et Evans. » Jacques jeta un coup d'œil aux informations d'identification qu'il présentait, hocha la tête en silence et s'écarta pour les laisser entrer. Sans délai, il les conduisit directement dans la chambre d'Ellie. Vanessa n'était toujours pas sortie du sien. Ellie était assise sur le lit, lisant une BD, levant les yeux en apercevant les inconnus. Le docteur Black se pencha légèrement et lui adressa un doux sourire avant de se tourner vers Jacques. « Pouvez-vous la porter dehors,
s'il vous plaît? Nous devons inspecter la pièce. Jacques prit Ellie dans ses bras et la conduisit au salon, l'installant à côté de lui. Elle l'entoura de ses bras tandis que la porte de la chambre se refermait sur les trois hommes. À l'intérieur, un silence étrange régnait. Seuls de légers clics, des bruissements et le bourdonnement sourd des appareils emplissaient l'air. Jacques écoutait attentivement. Chaque minute lui semblait durer 1 heure. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit. Le docteur Black sortit le premier, le visage pâle. Les 2 agents le suivirent, visiblement tendus. « Que as-tu trouvé » demanda Jacques. Black le regarda un long moment, puis secoua légèrement la tête. Ils ne correspondent à aucune catégorie connue d'insectes naturels. Les mains de Jacques se serrèrent. D'après nos analyses préliminaires, ils présentent des signes de modification génétique des organismes créés par l'homme. Ce ne sont pas des punaises de lit. Elles ont été conçues pour extraire du liquide biologique rouge. Extraire du liquide rouge ou d'autres fluides corporels, poursuivit Black. Il est fort probable que les fluides d'Ellie étaient prélevés régulièrement. Récurrent? Jacques se figea. Expérience? Black ne répondit pas davantage. Son regard se tourna vers Ellie, puis il sortit son téléphone. Oui. Évacuation d'urgence. Envoyez l'équipe de confinement des risques biologiques. Priorité rouge. Il raccrocha et parla rapidement. Il faut sortir Ellie d'ici immédiatement. Il y a un risque d'exposition biologique. À ce moment-là, la porte de la chambre de Vanessa s'ouvrit. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Pourquoi y a-t-il des inconnus chez moi? Black se tourna vers elle. Madame Vanessa Harper, nous sommes avec le groupe de travail fédéral qui enquête sur une affaire liée à l'état d'Ellie. Vanessa jeta un coup d'œil à Jacques, puis aux agents. Son visage se figea, nulle panique, juste calcul et prudence. Êtes-vous affilié à une entreprise appelée Biogen Research Solutions? Demanda-t-elle, mais elle s'interrompit. La réponse ne vint pas. La tension monta. Puis le bruit des sirènes retentit, d'abord lointain, puis de plus en plus fort. En quelques minutes, plus d'une douzaine d'individus en combinaison blanche ont fait irruption. Des ambulances banalisées et des voitures de police bordaient la rue étroite. La maison entière a été placée sous contrôle judiciaire. Ellie s'accrochait à Jacques, effrayé. Il la serrait fort dans ses bras, protégeant sa tête du chaos. Portez Ellie jusqu'au véhicule, Harper, ordonna Black. Ils vous emmèneront tous les 2 dans un centre sécurisé. Vanessa se précipita. Tu n'as aucun droit. C'est ma fille. Tu seras placé en quarantaine et interrogé. L'agent Evans lui barra le passage. Vanessa se débattit violemment. Jacques, espèce de salaud, siffla-t-elle. Jacques ne répondit pas. Il baissa la tête et murmura à Ellie, tout va bien, ma puce. Papa est là. Il la souleva et la porta au-delà de la file de personnes en combinaison de protection. Alors qu'ils approchaient de la porte, un membre de l'équipe a crié « Dr Black, sous le plancher, il y a quelque chose ici. » Jacques s'arrêta et tourna la tête. Dans la chambre d'Ellie, il soulevait un panneau de plancher en bois. Une petite cavité, parfaitement découpée, apparut. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petites fioles en verre remplies d'un liquide rouge foncé, chacune portant l'inscription manuscrite « E. Harper ». Jacques fixait le vide, incapable de détourner le regard. Black fronça les sourcils. Liquide rouge conservé probablement pendant des semaines, murmura-t-il. Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Le liquide rouge d'Ellie, caché juste sous son lit, là où elle dormait, là où elle avait été piquée par des punaises de lit nuit après nuit. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un hasard. Ellie n'a pas été élevée. Elle était utilisée comme sujet de test. Jacques la serra plus fort, ses yeux devenant glacials. Plus personne ne toucherait à Ellie. Personne. Les sirènes hurlantes n'avaient pas disparu de l'esprit de Jacques Harper alors que le véhicule de transport militaire quittait Havenwood, l'emportant avec Ellie. À travers la fenêtre, la vieille maison en bois où Ellie avait vécu était désormais fermée, grouillante de silhouettes en combinaison blanche de protection et de lumière d'urgence clignotantes. Vanessa avait été placée en garde à vue. Son visage, alors que les menottes lui entouraient les poignets, restait gravé dans la mémoire de Jacques, un étrange mélange de peur et de haine. Mais Jacques ne s'en souciait plus. Il baissa les yeux vers sa fille, endormie sur son épaule. Ellie tremblait encore légèrement,
sa respiration était faible et saccadée. Quelques marques rouges subsistaient sur ses poignets et son cou. Jacques la serra doucement dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une véritable peur. Ils sont arrivés au centre national de quarantaine un peu plus d'une heure plus tard. Contrairement à un hôpital ordinaire, cet endroit ressemblait davantage à une installation militaire de haute sécurité, des couloirs blancs et froids, des portes vitrées qui s'ouvraient automatiquement, des scanners biométriques à chaque coin de rue et du personnel médical se déplaçant silencieusement comme des fantômes sous des couches d'équipement. T de protection scellée. Jacques a été escorté dans une zone d'isolement spéciale avec Ellie, une pièce stérile, toute blanche, si propre qu'elle semblait vierge de toute vie. Ellie a été allongée sur un lit médicalisé, relié à des machines surveillant son rythme cardiaque, sa tension artérielle et sa température corporelle. Les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche tandis que Jacques se tenait immobile à côté d'elle, les yeux rivés sur chaque chiffre clignotant sur l'écran. Quelques instants plus tard, le docteur Simon Black entra, accompagné d'une femme que Jacques ne reconnaissait pas, grande, mince, avec des cheveux noirs courts et des yeux bleus perçants. Elle ne portait pas de masque, mais sa seule présence réduisait au silence toute la pièce. « Monsieur Harper », a déclaré le docteur Black, « voici Diana West, superviseur en chef de l'unité fédérale de réponse biologique. Le cas d'Ellie est désormais une urgence nationale. » Jacques lui serra la main. Sa prise était ferme et assurée, comme celle de quelqu'un qui avait vu un ou deux champs de bataille. « Je veux toute la vérité, » dit Jacques. « Quel genre d'interférence biologique a été infligée à ma fille? Et qui est derrière tout ça? » Diana West tira une chaise et s'assit, ses yeux ne quittant jamais Jacques. Ellie a été ciblée par une opération secrète connue sous le nom de Projet K21, une étude expérimentale sur la réponse immunitaire humaine aux organismes génétiquement modifiés. Les sourcils de Jacques se froncèrent. « Tu parles de ces insectes? Ce ne sont pas des microbes, a-t-elle déclaré. Ce sont des organismes synthétiques conçus pour injecter un agent déclencheur dans un hôte, puis récolter des fluides biologiques, des enzymes, des anticorps et des marqueurs immunitaires. Cette expérience a été interrompue il y a près de 7 ans en raison de graves violations éthiques. » Diana s'arrêta et se pencha vers Jacques. La belle-mère de Vanessa Harperelli était chercheuse au sein de ce groupe. Elle a été expulsée pour avoir utilisé des humains dans des expériences non autorisées sur des fluides rouges. Le cœur de Jacques manqua un battement. Elle a utilisé Ellie comme sujet de test. Oui. Et elle n'était pas la seule. Le docteur Black lui tendit un dossier. Jacques l'ouvrit, photos, schéma de structure génétique, notes manuscrites, documents confidentiels. Un nom de code apparaissait sans cesse, Harper, murmura Jacques. Diana continua, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Nous pensons qu'Ellie possède une structure génétique rare, quelque chose qui résiste ou s'adapte en réponse aux organismes artificiels. Elle est le fluide rouge physique idéal pour quelqu'un qui essaie de poursuivre illégalement le projet K21. Est-ce que Vanessa a fait ça toute seule? Nous ne le savons pas encore, mais une chose est sûre, elle n'est pas la seule à avoir tout à y gagner. Jacques serra les poings. Les veines rouges de son cou saillèrent. Il se leva et se tourna vers Ellie, allongé là et respirant aussi doucement qu'un pétale de fleur. Je veux l'emmener avec moi. C'est impossible, dit immédiatement Diana. Le corps d'Ellie présente des signes d'exposition à des substances toxiques. Nous devons la garder sous étroite surveillance. À ce moment précis, une alarme retentit depuis le lit d'hôpital. Le moniteur cardiaque émet un bip rapide. Des voyants rouges clignotent. Une infirmière a crié, réponse physiologique aiguë. Chute de tension. Jacques s'est précipité et a serré sa fille contre lui. Ellie. Ellie. Son corps était arqué comme la corde d'un arc, les yeux grands ouverts, les membres convulsés violemment. Urgence, urgence. Préparez une injection de midazolam. Rythme cardiaque instable. Sa peau commençait à sécréter un liquide rouge. La peau d'Ellie devint progressivement bleuâtre, maculée d'un léger liquide rouge violacé qui s'étendait de son cou à sa poitrine, puis à ses bras. Sa température corporelle grimpa en flèche. C'est une réaction chimique, hurla le docteur Black. Les toxines de l'organisme artificiel s'activaient. Un médecin administra un médicament dans le bras d'Ellie. Jacques la tenait toujours, trempée de sueur. Papa est là. Papa est juste là, Ellie. Mais son corps continuait de se contracter. Un filet de liquide rouge commença à couler de son nez.
Nous devons la transférer immédiatement à l'unité d'isolement d'urgence. Jacques fut repoussé. Une vitre se laissa tomber instantanément, le séparant du lit d'Ellie. À l'intérieur, l'équipe médicale s'activa comme un tourbillon, prise des constantes, administration des médicaments, désinfection du liquide rouge et mise en route du refroidissement forcé. Jacques pressa son front contre la vitre. Il n'entendait rien, ne voyait que des images éparses, un médecin installant un respirateur, un autre effectuant des compressions thoraciques, une infirmière comptant anxieusement les battements. Puis le moniteur cardiaque se tut. Un long bip continu perça l'air. Jacques hurla et se précipita vers la porte, désespéré. Ellie. Mais à cet instant, le cœur d'Ellie se remit à battre, lentement mais sûrement. Le moniteur capta un bip rythmique. Le voyant rouge s'éteignit pour laisser place à une douce pulsation bleu-rouge. L'un des médecins leva le pouce, signe. Son état est stable pour l'instant. Jacques s'effondra au sol, les deux mains sur le visage. Son corps tout entier céda sous le poids de la panique, mais un soulagement s'ensuivit. Elle était vivante. Diana West s'avança vers lui et posa doucement une main sur son épaule. « Monsieur Harper, je vous le promets, nous ferons tout notre possible pour sauver Ellie, mais pour cela, nous avons besoin de votre coopération. » Jacques releva la tête. Son regard était celui d'un père qui n'avait plus rien à perdre et qui avait tout à se battre. « Tu n'auras pas seulement ma coopération, » dit Jacques d'une voix basse, froide comme l'acier. « Je veux savoir qui est derrière tout ça. » L'alarme retentit dans les couloirs du service des urgences biologiques. Ellie était prise de violentes convulsions, son petit corps se débattant sur le lit. Des taches rouges violacées pâles s'étalaient sur sa peau, s'assombrissant à chaque seconde. Médecins et infirmières se précipitèrent, chacun concentré sur sa tâche, leurs voix se chevauchant dans un flot d'urgence. Jacques resta figé, impuissant, regardant sa fille lutter entre la vie et la mort. « Tiens bon, Ellie. S'il te plaît, ma chérie, tiens bon. » Jacques serra fermement sa main, mais les petits doigts d'Ellie étaient glacés et recroquevillés en une griffe raide et anormale. « Nous essayons de stabiliser sa température et sa tension artérielle, » a crié l'un des médecins, mais la toxine se propage rapidement. Il faut trouver un moyen de la neutraliser immédiatement. Diana West et le docteur Simon Black se tenaient à côté de Jacques, le visage tout aussi tendu. « Docteur Black, ces fioles de liquide rouge, avez-vous déjà trouvé quelque chose ?» La voix de Diana était tranchante comme une lame. « Nous effectuons actuellement une analyse à spectre complet. Les résultats préliminaires suggèrent qu'Ellie pourrait présenter une résistance rare aux anticorps contre la toxine, mais son organisme est débordé, » répondit le docteur Black, les yeux rivés sur les moniteurs. Diana se tourna vers Jacques. « Monsieur Harper, nous avons besoin de votre entière coopération immédiate. Ellie est dans un état critique. Nous pensons que sa seule chance de survie réside peut-être dans le profil immunitaire de son père biologique. » Jacques la fixa, perplexe. « Père biologique ? Qu'est-ce que tu racontes ? » Les premières études montrent que l'immunité d'Ellie, ou du moins une partie, pourrait être héritée de l'un de ses parents biologiques. Nous devons tester votre patrimoine génétique immédiatement. Si vous êtes porteur d'un gène immunitaire compatible, voire d'une résistance partielle, nous pourrions peut-être lui transférer des cellules immunitaires pour l'aider à combattre cette maladie, expliqua rapidement Diana, d'un ton sans aucune hésitation. Sans hésiter, Jacques hocha la tête. Fais-le. Fais tout ce qu'il faut. Il fut escorté jusqu'à un laboratoire voisin. Une infirmière prépara rapidement une fiole de sang. On lui demanda ensuite de s'allonger sur une table d'examen étroite où des électrodes étaient fixées pour surveiller ses constantes vitales. Un autre médecin préleva un échantillon de salive et quelques mèches de cheveux. Tout se déroula à une vitesse fulgurante, chaque seconde comptait. Pendant ce temps, le docteur Black et Diana West attendaient devant la porte du laboratoire. « Combien de temps faudra-t-il pour le savoir ?» demanda Jacques en essayant de reprendre son souffle. « Plus que quelques minutes si tout se passe bien. Nous effectuons les tests sur le système le plus rapide disponible, » répondit le docteur Black. Le temps s'étirait à l'infini. Jacques était allongé là, absorbé par Ellie. Il revoyait son petit visage, murmurant à propos de ceux sous l'oreiller, se souvenait de la peur dans ses yeux à son retour, des marques rouges sur sa peau et de son corps fragile convulsé sur un lit d'hôpital. Une douleur profonde et déchirante le saisit. C'était sa faute. Il n'avait pas été là pour elle assez tôt. « Nous l'avons » a soudainement crié un technicien, l'excitation dans la voix.
Le docteur Black et Diana West se sont précipités vers l'écran de l'ordinateur. Ils ont regardé attentivement les graphiques et les chiffres. Le groupe de liquide rouge est compatible, et la structure du gène immunitaire est parfaite, s'est exclamé le docteur Black, visiblement soulagé et étonné. Monsieur Harper, vous possédez un gène immunitaire particulièrement puissant. Il correspond parfaitement à celui d'Ellie. Il est fort probable qu'elle en ait hérité une partie de vous. C'est notre chance. Diana West se tourna vers Jack, les yeux brillants d'espoir. Nous allons commencer immédiatement le transfert de vos cellules immunitaires à Ellie. Cette procédure comporte des risques importants pour vous deux, mais c'est notre meilleure chance. Fais-le, dit Jack sans hésiter. Sauve-la. Il fut transféré dans une chambre stérile pour le transfert du liquide rouge spécialisé. Les infirmières préparèrent le matériel. Jack était allongé sur un lit d'hôpital tandis qu'une grosse aiguille était insérée dans une veine de son bras. À côté de lui, Ellie restait inconsciente sur un lit séparé, le corps enveloppé dans des couvertures chaudes, bien que sa peau fût encore d'un violet bleuté. Une ligne reliait la poche de liquide rouge prélevée sur Jack, via un système de filtration complexe, directement à la veine d'Ellie. Le transfert commença. Le liquide rouge de Jack, chargé de puissantes cellules immunitaires, s'écoulait lentement dans le tube vers sa fille. Il ressentit quelque chose d'étrange, une légère faiblesse l'envahit, mais avec elle, une paix inexplicable. Il donnait une part de lui-même à son enfant. En attendant, Jack observa le visage pâle d'Ellie. Les souvenirs affluèrent, ces moments chaleureux de l'époque où Sarah était encore en vie, le rire d'Ellie, les étreintes chaleureuses. Il se souvint de la promesse qu'il s'était faite en quittant l'armée, qu'il reviendrait, qu'il se rachèterait auprès de sa fille pour les années perdues. Et maintenant, il tenait cette promesse, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Des larmes coulèrent sur les joues de Jack. Il n'avait pas pleuré depuis des années ni au combat, ni lorsque ses camarades tombaient à ses côtés, ni même à la mort de Sarah. Mais maintenant, voyant sa fille vaciller entre la vie et la mort, et sachant qu'il était son seul espoir, ses émotions longtemps réprimées se libérèrent. Il se pencha vers l'oreille d'Ellie, la voix tremblante d'émotion. « Si une part de moi peut te sauver, tu peux l'avoir, Ellie. Tu dois vivre. J'ai besoin de toi. » Des larmes brûlantes coulèrent sur la joue d'Ellie. Le temps s'arrêta. Son rythme cardiaque restait faible sur l'écran, mais une légère amélioration se fit sentir. La couleur rouge violacée de sa peau sembla s'estomper légèrement. Jack retint son souffle, puis un miracle se produisit. Ellie remua. Ses paupières s'ouvrirent brusquement. Jack se figea. Il se pencha, les yeux rivés sur ceux de sa fille. Ellie le regarda, le regard fatigué, mais libéré de la peur et du vide. Elle savait qui il était. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Lentement, elle tendit la main et toucha doucement la sienne. « Papa. » Sa voix était faible, à peine un murmure. « Ça fait mal ?» La poitrine de Jack se serra. D'autres larmes coulèrent, mais cette fois, ce furent des larmes de soulagement et de joie immense. Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Non, ma chérie, » murmura Jack d'une voix chargée d'émotion. « Ça ne fait pas mal. Pas tant que je te vois encore ici. » Il serra fermement sa petite main. Le sourire d'Ellie, même faible, suffisait à dissiper toute sa peur et sa douleur. Il savait alors que l'espoir était revenu et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le conserver. Ellie était stable. Le liquide rouge violacé sur sa peau avait disparu et sa respiration était revenue à un rythme régulier. Bien qu'encore faible, son état n'était plus critique. Le lendemain matin, Diana West entra dans la pièce. Son expression restait sérieuse, mais une pointe de soulagement brillait dans ses yeux. « Bonjour, monsieur Harper. » Ellie est maintenant complètement stabilisée après la transfusion de cellules immunitaires. « Vous l'avez vraiment sauvée, » dit Diana en regardant Jack avec un respect discret. « J'ai juste fait ce qu'un père est censé faire, » répondit Jack d'une voix calme. « Maintenant, je veux tout savoir sur le projet K21, sur Vanessa et sur les personnes derrière tout ça. » Diana hocha la tête. « Tu as prouvé que tu étais digne de confiance, et pour Ellie, tu as parfaitement le droit de savoir. S'il te plaît, viens avec moi. » Jack retira doucement la main d'Ellie et l'embrassa sur le front. « Papa revient tout de suite, ma chérie. » Il suivit Diana jusqu'à une salle de conférence hautement sécurisée du centre. Le docteur Black était déjà assis, accompagné de plusieurs analystes de données.
Nous avons accédé à des dossiers confidentiels liés au projet K21, commença Diana, les yeux rivés sur le grand écran. Grâce aux pistes que vous nous avez données, Yas, et notamment au logo de Biogen Research Solutions, nous avons découvert quelque chose de bien plus inquiétant que prévu. L'écran affichait une longue liste de fichiers et de documents. Jacques reconnut plusieurs mots-clés familiers. Le projet K21, expliqua Diana, était à l'origine un projet de recherche médicale militaire visant à étudier des anticorps spécifiques dans le corps humain, capables de combattre les organismes génétiquement modifiés. Mais le scientifique responsable du projet, le docteur Harold Knox, est allé trop loin. Il a franchi de graves limites éthiques. Il pensait que les enfants étaient des sujets de tests idéaux, car leur système immunitaire était encore en développement et qu'ils étaient moins susceptibles de causer des problèmes. Des enfants? Jacques sentit son estomac se nouer. Oui. Diana parcourut les dossiers. Nous avons trouvé le profil d'Ellie Harper dans la base de données du projet K21. Le dossier personnel d'Ellie est apparu à l'écran. Elle est sur leur liste de candidates potentielles depuis longtemps. Diana a pointé du doigt une ligne de texte, depuis avant le décès de sa mère biologique. Jacques se figea. La mort de Sarah avait été un accident de voiture sur le chemin du retour. Il avait toujours cru que ce n'était qu'un accident. Mais maintenant, ces mots le hantaient. Depuis avant le décès de sa mère biologique, répéta Diana. Tu veux dire que la mort de la mère d'Ellie n'était pas un accident, demanda Jacques d'une voix rauque. Il ne parvenait pas à envisager cette possibilité. Diana le regarda, les yeux emplis de compassion. Nous menons une enquête plus approfondie sur cette affaire. Au même moment, dans une autre salle d'interrogatoire, Vanessa était assise en face de deux agents fédéraux. Madame Vanessa Harper, dit l'agent Davis d'une voix ferme et inflexible, nous savons que vous étiez chargée de recherche sur le projet K21. Nous avons des preuves que vous avez été en contact avec le docteur Harold Knox. Vanessa resta silencieuse, la tête baissée. Nous avons également une vidéo vous montrant en train de manipuler Ellie cette nuit-là, ainsi que plusieurs flacons de liquide rouge étiquetés à son nom, ajouta l'agent Evans en posant un dossier sur la table. Il est temps de dire la vérité. Qui est derrière tout ça? Qu'avez-vous fait exactement à Ellie? Vanessa fondit en larmes. Ses épaules tremblaient de façon incontrôlable. J'ai été forcé, sa voix s'est brisée, lourde d'émotion. Knox m'a contacté après mon renvoi du projet. Il savait à quel point j'étais désespéré de reprendre la recherche. Il m'a promis de l'argent, un nouveau poste de chercheuse et toutes les ressources nécessaires en échange d'Ellie. En regardant à travers l'écran, Jacques sentit une vague de nausée lui monter à la poitrine. En échange d'Ellie. Un enfant. Son enfant. Il a dit qu'Ellie était la candidate idéale pour le fluide rouge F3, qu'elle avait une immunité rare. Il m'a fait signer un accord, disant que si je ne coopérais pas, il trouverait un autre moyen et que je perdrais tout. Vanessa a avoué, la voix imprégnée de désespoir. Je n'avais pas le choix. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai modifié biologiquement des stimulants et extrait le liquide rouge d'elle. Ces insectes étaient aussi à lui. Soudain, l'écran de la salle de briefing de Jacques afficha une nouvelle vidéo, un enregistrement interne fuité du projet K21, récupéré par l'équipe de Diana à partir de fichiers cryptés. À l'écran, on pouvait voir le docteur Harold Knox, un homme d'âge mûr, décharné, au regard froid, derrière des lunettes à monture métallique. Il se tenait dans une pièce faiblement éclairée et s'adressait à un groupe de personnes. Les enfants sont des sujets idéaux, résonna la voix de Knox dans la salle, glaçante et clinique. Jacques fixa le visage de Knox, la colère à son comble. Un liquide rouge, pas une victime. Ces mots transpercèrent le cœur de Jacques. Son Ellie, sa fille, avait été réduite à l'état d'échantillon de laboratoire. Knox est toujours actif. D'autres enfants sont encore soumis à des expériences, dit Diana d'une voix résolue. Nous le suivons de près. Il est temps d'agir. Jacques se leva, les poings serrés, le visage dur, les yeux brûlants de détermination. Plus de doute. Plus d'hésitation. Il ne restait plus qu'une seule mission, retrouver Knox, sauver les autres et mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. L'obscurité enveloppait la ville. Sous le croissant de lune, une camionnette noire filait vers la périphérie. À l'intérieur, Jacques était assis à côté du capitaine Maire, son ancien compagnon d'armes. Mia désigna une carte sur sa tablette. Voici le lieu principal de Knox, une clinique pédiatrique abandonnée des années 90, déguisée en centre de recherche.
Et les enfants, demanda Jacques. L'équipe de secours est en position. Notre mission est de confirmer, de rassembler des preuves et d'interpeller Knox. Il s'agissait d'une mission secrète. Mia avait réuni une équipe tactique d'élite opérant en marge du système judiciaire. La camionnette s'arrêta dans une ruelle à quelques centaines de mètres de la cible. Jacques et l'unité, équipés de toutes pièces, sortirent silencieusement. Le clair de lune froid projetait une pâle lueur sur la vieille clinique, dont la signalisation déchirée dissimulait un cauchemar. Ils entrèrent par l'arrière. La serrure en acier fut forcée en quelques secondes. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur nauséabonde de produits chimiques. En silence, ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment, se dirigeant vers le sous-sol. Knox est en bas, signala Mia. Au sous-sol, une faible lumière jaillissait d'une grande pièce. Jacques divisa l'équipe. 3 d'entre eux allaient chercher les enfants, tandis que lui et Mia s'occuperaient de Knox. Ils poussèrent la porte. Devant eux se dressait un vaste laboratoire rempli d'équipements et d'enceintes vitrées abritant d'étranges créatures surnaturelles, celles-là même que Jacques avait autrefois découvertes sous l'oreiller d'Ellie. Au centre de la pièce, Harold Knox ordonnait à ses subordonnés de nettoyer. Jacques s'avança. « Bonsoir, docteur Knox. » Knox se retourna, surpris. « Qui êtes-vous ? » « On sait pour le projet K21. »« La partie est terminée, » dit Mia calmement. Knox laissa échapper un rire, puis se précipita vers l'ordinateur. « La science ne s'arrête jamais, » a-t-il crié. « Arrêtez-le, » cria Jacques. L'un des hommes de main se précipita et Jacques le neutralisa instantanément. Knox était à quelques centimètres d'appuyer sur le bouton d'effacement des données lorsque Jacques l'attrapa par le bras, se débattant avec acharnement. Mia accourut pour l'aider. C'est alors que Jacques le vit, le disque dur, celui qui contenait tout. Il le dégagea de toutes ses forces. Knox heurta violemment le sol. À ce moment précis, Vanessa apparut dans l'embrasure de la porte. Elle semblait épuisée, blessée. « Jacques, s'il te plaît, pardonne-moi. » Jacques la regarda. Son visage ne trahissait rien. Elle avait participé à ce cauchemar. Elle avait trahi sa confiance. Et pire encore, elle avait blessé Ellie. Il ne dit pas un mot. Il la regarda simplement, puis lui tourna le dos et s'éloigna sans hésiter. De quelque part à l'intérieur, une voix a crié « Nous avons trouvé les enfants ». Jacques est entré en courant. 3 enfants blottis les uns contre les autres dans une petite pièce, maigres, effrayés, avec des marques rouges terrifiantes sur la peau. Il tomba à genoux, d'une voix plus douce. « Tout va bien maintenant. Un médecin bienveillant est là. » Un enfant leva les yeux, murmurant à peine « Un gentil docteur ?»« Oui, ils vont te ramener chez toi. » Il prit l'un des enfants dans ses bras, sentant à quel point le petit corps était léger, léger comme l'air. Au même instant, l'équipe de secours officielle a fait irruption. Le couloir était illuminé. Les sirènes hurlaient. Les caméras ont tout filmé, l'arrestation de Knox, la récupération des preuves et le sauvetage des enfants. Jacques tenait l'enfant près de lui et regardait autour de lui les petits visages tremblants qui commençaient maintenant à montrer les premières lueurs d'espoir. Il les avait sortis de l'obscurité. Il était temps de commencer à guérir. Le sauvetage était terminé, mais le chemin vers la guérison prendrait du temps, de l'amour et de la patience, pour Ellie et pour chacun de ses enfants. 1 mois plus tard, une douce brise marine s'est installée, apportant l'odeur salée et le son rythmé des vagues clapotant sur le rivage. Jacques se tenait sur le balcon d'une petite maison en bord de mer, un refuge aménagé par le gouvernement après tout ce qui s'était passé. Loin de la douleur, il apprenait enfin à respirer à nouveau en paix. Derrière lui, un éclat de rire clair et enfantin retentit. Ellie sortit, serrant un ours en peluche géant dans ses bras. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants. Les marques rouges sur sa peau avaient disparu. Sa santé s'était miraculeusement rétablie, grâce à la transfusion immunitaire, grâce au liquide rouge qu'il lui avait injecté. « Papa, regarde le bateau. » Ellie montra l'eau du doigt, les yeux pétillants d'émerveillement. Jacques sourit, s'agenouilla et ouvrit ses bras. Elle se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui, son cœur s'attendrissant pour la première fois après la tempête qu'ils avaient traversée. « Tu aimes cet endroit ?» demanda-t-il. « Oui. Il y a la plage, le soleil et plus d'insectes. » Ellie gloussa. « Je suis en sécurité maintenant, n'est-ce pas, papa ?» Jacques la serra un peu plus fort et murmura « Oui, et tu n'auras plus jamais à avoir peur. »
Depuis qu'Ellie était sortie de l'hôpital, Jacques dormait sur le lit d'appoint de sa chambre, non pas par peur, mais parce qu'il voulait qu'elle sente toujours sa présence à proximité. L'affaire du projet K21 avait été pleinement révélée. Grâce au disque dur récupéré par Jacques et aux images du raid, Harold Knox et son organisation furent mis au jour. Les médias internationaux se sont mobilisés. Knox a été arrêté et risquait désormais la prison à vie. Ses associés, dont Vanessa Harper, ont également été tenus responsables. Vanessa a été reconnue coupable de collusion et d'intervention illégale auprès de mineurs, sans présenter de défense. Jacques ne se sentait pas justifié. Il ressentait simplement une profonde tristesse pour quelqu'un qui avait autrefois fait partie de sa vie, désormais réduit à l'état de criminel. Les autres enfants ont été transférés vers un établissement médical spécialisé pour y être soignés. Jacques était venu leur rendre visite. Il l'appelait « le gentil docteur ». Il ne les corrigea pas. Il n'était pas médecin, mais quelqu'un qui avait tenu sa promesse. Diana West l'a un jour invité à prendre la parole lors d'un forum mondial sur l'éthique médicale. Jacques a décliné l'invitation. « Je suis juste un père », a-t-il déclaré. « Je l'ai fait pour ma fille, pas pour les applaudissements. » Diana l'a compris et respecté. La vie reprit peu à peu son rythme. Jacques et Ellie reprirent une vie normale. Ils firent leurs courses, préparèrent le repas ensemble, se promenèrent sur la plage et réapprirent à faire confiance à la sécurité. La cicatrice est restée, mais elle ne pleurait plus en rouge. Un après-midi, Ellie lui tendit un dessin. Il représentait un homme en chemise boutonnée tenant la main d'une petite fille sous le soleil. « Comment s'appelle-t-il, mon cœur » demanda Jacques. « Le héros sans armure, tenant simplement la main de la fille » répondit Ellie. Jacques la serra fort dans ses bras. C'était le seul titre dont il avait besoin. Quelques mois plus tard, Jacques a fondé une organisation à but non lucratif appelée la Fondation Ellie, dédiée à la protection des enfants contre les expériences inhumaines et au soutien des victimes comme Ellie. Il ne s'est jamais présenté devant les caméras. Toutes les tâches administratives étaient gérées par une équipe de confiance. Jacques restait discrètement impliqué, contribuant en coulisses. Grâce à l'aide de Mia et Diana, la Fondation a trouvé un équilibre. Jacques a travaillé à distance, sans jamais dévier de sa mission. Un soir, ils étaient installés sur le balcon. Le ciel s'ornait d'étoiles scintillantes. « Papa » chuchota Ellie. « Je t'aime » répondit Jacques en la serrant contre lui avec tendresse. « Je t'aime aussi. » Au-delà de la rambarde, les vagues continuaient de s'écraser sur le rivage. Mais dans les bras de Jacques, sa fille se sentait protégée. Et c'était là l'essentiel. L'histoire de Jacques et Ellie n'est pas seulement celle d'une quête révélant une sombre machination. C'est un vibrant rappel du pouvoir de l'amour. Qu'un père, même après avoir combattu sur les champs de bataille, peut devenir un héros discret au sein de son foyer. Nous vivons à une époque moderne, et pourtant, certains enfants crient silencieusement sans jamais être entendus. La véritable question est, sommes-nous vraiment à l'écoute? Voyons-nous ce qui est juste devant nous? Et si vous étiez à la place de Jacques, que feriez-vous? Vous êtes-vous déjà senti démuni, incapable de protéger un être cher? À votre avis, qu'est-ce qui importe le plus pour qu'un enfant grandisse en sécurité, l'amour ou le courage des adultes qui l'entourent? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle a touché votre cœur, je vous invite à laisser un commentaire.